Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mes conseils pour te lancer en freelance. Comment trouver tes premiers clients. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc c'est parti. Pour parler un peu de moi avant de commencer. Je m'appelle Nolwenn, je suis UX UI designer en freelance depuis plus de 6 ans maintenant. J'accompagne les PME et les startups dans la création et la refonte de leur plateforme. En parallèle de ça, j'ai monté une offre de mentoring à destination des futurs freelance UX UI. J'ai décidé d'articuler mes conseils autour de 3 grands axes qui sont principalement ceux pour lesquels on me contacte aujourd'hui et où on me demande des conseils. La première chose, ce sera est-ce qu'on doit préparer le terrain ou non pour se lancer en tant que freelance. Ensuite, évidemment, le cœur du sujet, comment trouver ses premiers clients. Et je vais aussi vous parler des erreurs que j'ai fait au tout début en tant que freelance et que d'ailleurs vous ferez probablement. Mais je vais quand même vous en parler. Avant de vous donner mes conseils pour se lancer en tant que freelance, j'aimerais qu'on parle de quelque chose en introduction qu'il est important de prendre en compte et que vous sachiez aussi que je prends bien en compte quand je vais vous donner tous ces conseils et que je ne l'oublie pas. Je parle bien sûr de votre contexte. Tout dépend du contexte dans lequel vous souhaitez vous lancer. Est-ce que vous êtes jeune étudiant? Est-ce que vous êtes en projet de reconversion professionnelle? Est-ce que vous êtes au chômage? Si vous êtes au chômage, dans quel contexte vous avez été en chômage? Quel a été votre passé? Évidemment, en fonction de son contexte de lancement, on n'est pas sur un même niveau de sérénité ou un même niveau de maturité. Tout dépend, il y a plein de cas différents. Pour vous donner une anecdote perso, moi je me suis lancée en freelance à la suite d'une mauvaise expérience en tant que salariée. J'ai tout simplement été virée la veille de ma confirmation en CDI par l'entreprise en question. C'était un vendredi à 18 h. Voilà, c'était terminé. Le lundi, j'avais plus rien. L'avantage que ça a eu, c'est que ils étaient obligés de me payer 1 mois de salaire parce que c'était eux qui ont décidé de mettre un terme à notre contrat. J'avais potentiellement le chômage derrière qui pouvait m'attendre. Par contre, la violence de l'événement a fait aussi que ça a vraiment sapé ma confiance en moi. Donc, chaque contexte est différent. Alors, mes conseils pour se lancer en tant que freelance. Doit-on préparer le terrain, oui ou non? Je vais vous faire une réponse de Normand, mais j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, vous devez préparer le terrain parce que vous devez savoir à qui vous voulez vous adresser, qu'est-ce que vous voulez vendre et aussi vous connaître vous-même, votre personnalité. C'est hyper important quand on est indépendant de se connaître soi-même et de connaître ses moteurs, ses envies, ses qualités, ses défauts. Donc oui, préparez le terrain sur la connaissance de votre environnement. Mais j'ai aussi envie de vous dire non. Ne préparez pas trop le terrain, ne vous posez pas 1 milliard de questions sur comment se lancer, etc., etc. Juste faites. Allez-y, foncez. Malheureusement, en France, on n'a pas cette culture de l'erreur et de l'échec. Et pour moi, c'est ce qui fait que 90% des gens ont peur de se mettre en freelance, n'ont pas d'activité qui décolle parce qu'ils ont peur d'échouer. Donc du coup, ils ne testent pas des choses et ils se brident eux-mêmes. Vraiment, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Lancez-vous sans forcément préparer le terrain, mais essayez des choses. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je me rends souvent pas bien compte des milliers de bouteilles à la mer que je jette par moment sur certains projets que j'ai envie d'avoir. Par exemple, avant de me mettre à mon compte, quand j'ai envoyé des candidatures, des tonnes et des tonnes de candidatures, je ne les comptais pas. Je suis incapable de vous dire le nombre de candidatures que j'ai envoyées. Pourtant, ça s'est fait très rapidement. J'ai eu plusieurs propositions d'emploi dès la sortie de l'école, parce que j'oublie aussi tous les efforts que j'ai mis en place derrière, le nombre de candidatures que j'ai pu envoyer, les contacts que j'ai pu avoir. C'est hyper important de se focaliser sur le faire et pas sur d'autres choses. Donc, oui et non, ne préparez pas trop le terrain. À ce stade-là, je suis obligée de vous parler de comment trouver ses premiers clients parce que c'est le nerf de la guerre. Déjà, moi, il y a quelque chose que j'aimerais clarifier, c'est que quand on dit qu'on se lance en freelance, quand on se lance en tant que chef d'entreprise ou que sais-je comme terme, ça veut tout simplement dire qu'on trouve ses premiers clients et c'est ça qui doit compter. Oubliez tous ceux qui sont très doués dans le marketing, que vous pouvez voir sur LinkedIn et autres réseaux sociaux où ça vous donne l'impression que en fait ces gens-là ont une tonne de clients, c'est incroyable. Et en fait, quand vous creusez derrière, vous apercevez qu'ils se sont même pas lancés. C'est des stratégies marketing, chacun a la sienne, mais sachez que ce qui compte et là où vous devez focaliser votre attention, c'est trouver ses premiers clients. Ce qui veut dire que ce n'est pas grave si vous n'avez pas votre statut freelance pour le moment. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de nom d'entreprise. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de logo, de charte graphique, de site internet. Ce qui compte, c'est de trouver ses premiers clients, quoi qu'il arrive. Je vais vous donner encore mon exemple. Moi, quand je me suis lancée en freelance, j'ai été virée donc du jour au lendemain, comme je vous l'avais dit, de mon CDI. Je suis partie me ressourcer en Italie 1 semaine. J'ai été faire un coucou à une agence dans laquelle j'avais fait mon stage et il se trouve que ils avaient besoin de quelqu'un en freelance à Paris pour une mission et ils m'ont proposé de la faire. Et hop, j'étais mise en freelance, j'étais lancée en freelance. J'ai eu beaucoup de chance
Je crois sincèrement qu'on a tous des chances qui se présentent à nous. Après, c'est est-ce qu'on veut les saisir ou non. J'aurais aussi pu dire non, attendez, je n'ai pas encore mon statut, j'ai pas encore mon nom d'entreprise, je sais pas si je suis prête, peut-être que je vais quand même vouloir reprendre un CDI, que sais-je. Et ben, j'ai décidé de foncer dans cette opportunité, même si je n'avais pas préparé le terrain finalement et qu'il y a une semaine avant, je me faisais virer de mon CDI. Un autre exemple que je vais vous donner qui est hyper parlant sur le fait de trouver ses premiers clients avant tout et peu importe le reste. Mon projet Freelance Travel, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un side project que j'avais monté il y a plusieurs années et que j'ai mis sur pause récemment. Il s'agissait de l'organisation de séminaires entre freelance, à mi-chemin entre vacances, coworking. 3 ans, j'ai organisé 10 séjours, il y a eu le Covid qui est passé entre-temps, je suis devenue maman entre-temps. Bref, toujours est-il que j'ai organisé 10 séjours et le premier, tout simplement, comment il s'est lancé, sans nom, sans site internet, personne ne me connaissait, c'était juste un formulaire Google balancé sur des groupes Facebook. Ce que je vous dis, c'est que j'ai fait partir 10 personnes dans une villa à Bordeaux qui ne me connaissaient pas et qui m'ont payé pourtant pour ça. Et je me suis pas posé la question de comment j'allais structurer la chose, juste j'ai fait, encore une fois, et j'ai trouvé mes premiers clients. Et donc, mon entreprise a démarré comme ça. Donc comment faire? Vous allez me dire, comment faire pour trouver ces fameux premiers clients? Eh bien, j'ai bien envie de vous dire, faites appel à votre créativité. Vraiment, vraiment. Le truc, c'est que c'est les conventions qui font peur. On vous dit, quand vous vous lancez en freelance, quand vous voulez vous lancer en freelance, vas-y, frappe à toutes les portes, Nolwenn, tu peux le faire, appelle, décroche ton téléphone, présente-toi, va à la porte des agences, va à la porte des prospects, montre ton book, montre voilà, tout ce que tu es capable de faire. Dans l'absolu, oui, c'est une technique. Et qu'est-ce qui se passe si toi, t'as pas du tout confiance en ça et tu ne te sens pas du tout à l'aise dans l'exercice? Bah, tu vas quand même le faire parce qu'on t'a dit de le faire et que t'as pas trop d'expérience, donc tu vas te lancer là-dessus, mais tu vas pas avoir confiance en toi et du coup, tu vas pas réussir l'exercice et les gens ne vont pas t'appeler parce que tu n'as pas été convaincant. C'est bien ça le sujet, c'est que pour moi, il faut partir de soi-même pour trouver des solutions de vente et pas celles qu'on nous dit de faire. Il y a plein de techniques, vous allez trouver plein de choses sur internet. Maintenant, est-ce que ça colle à votre personnalité et où est-ce que vous êtes plus en puissance? Où est-ce que vous vous sentez en puissance dans vos actions? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous vous sentez capable de faire là, aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo? Là, vous regardez l'heure, vous regardez votre agenda. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans l'heure qui suit ou le lendemain, si je vous laisse un petit peu de temps? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire là? Je vais partir d'un exemple très personnel. Moi, j'ai commencé à trouver mes premiers clients à partir du groupe Facebook French Startup. Je n'ai pas eu conscience que c'était des techniques de vente que je faisais. Tout simplement, je me suis dit que j'étais plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral déjà. Décrocher mon téléphone ou aller voir les gens en direct pour vendre mes services, je ne sais absolument pas faire du tout. J'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit. Je sais que j'ai quelque chose à l'écrit qui est intéressant. Et je me suis dit que j'allais tout simplement écrire un message sur ces groupes French Startup pour proposer mes services gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce que je me suis dit qu'au moins, ils ne pouvaient pas avoir des attentes hyper élevées sur ce que j'allais leur proposer. Je me suis complètement libérée et je me suis dit, c'est gratuit, ils n'ont pas d'attente, je peux y aller, je peux foncer, je peux avoir confiance en moi dans ce que je propose, ils seront de toute façon contents. Le truc qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais hyper convaincante parce que j'avais confiance en moi et qu'en fait, ils se sont rendus compte de la valeur de ce que je pouvais leur apporter en tant que mission payante cette fois et donc ils m'ont recontacté un peu plus tard. Ou même d'autres personnes sur ce groupe Facebook avaient des budgets, ils ont vu mon post, ils ont trouvé ma démarche hyper intéressante et ils ont fait appel à moi. C'est comme ça que j'ai gagné mes premiers clients. Donc, le message pour trouver ses premiers clients, c'est soyez créatif, ne faites pas forcément comme tout le monde fait et surtout ne faites pas ce qui est à l'encontre de votre personnalité parce que vous allez perdre trop d'énergie et honnêtement, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Comment trouver ses premiers clients? Ça passe aussi évidemment par connaître son client. Ça veut aussi dire connaître ses problèmes. Il faut que vous soyez dans le top 3 des problèmes que vous voulez résoudre chez lui. Si ce n'est pas dans le top 3, vous allez vendre quelque chose qui pourra lui être utile, mais il n'y aura pas ce sentiment d'urgence ou ce sentiment qu'il faudra absolument qu'il fasse appel à vous pour résoudre la priorité. Et donc comme on est tous pareils, on va d'abord prioriser ce qui est urgent et donc probablement que vous n'arriverez jamais dans ce top 3 et ça, c'est un souci pour vendre. Pour ma part, en tant que UX UI designer, ça pourrait être par exemple mon client qui me contacte parce que sa plateforme ne convertit pas assez. C'est-à-dire que les gens ne font pas l'action que cette entreprise voudrait qu'ils fassent. Et donc ça, c'est un problème pour eux. Ça peut être aussi leur plateforme où les utilisateurs ne reviennent jamais. Ou plus simplement, une plateforme que personne ne comprend. C'est-à-dire qu'ils ont des retours de gens qui se disent « mais je ne comprends pas votre concept, je ne comprends pas ce que vous proposez ». Donc tout l'enjeu, c'est de trouver le top 3 des principaux problèmes de votre client. Une fois que vous les avez trouvés, que faire? Il faut rendre public cette solution
ou en tout cas le fait que vous soyez capable de résoudre le top 3 de ces problèmes. Donc il s'agit là de trouver où sont vos prospects. Où est-ce qu'ils se situent? Où sont-ils dans la nature? Est-ce qu'ils sont sur un réseau social bien précis, un groupe bien précis? Est-ce qu'ils sont tout simplement dehors en présentiel? Est-ce que souvent c'est un petit peu un mélange de tout ça d'ailleurs? L'idée c'est effectivement de rendre visible cette solution. Ça peut être créer du contenu via notamment évidemment les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi créer du contenu en présentiel, organiser des événements ou autre. Ça peut être proposer un audit gratuit ou quelque chose de gratuit, comme moi je l'ai fait au départ. Ça peut être aussi de faire des faux cas clients où vous allez au plus proche de cas concrets que pourrait avoir la cible que vous visez et donc de communiquer autour de cette solution, de rendre visible la solution que vous proposez pour ce faux client. Ou même mieux, si vraiment vous êtes motivé, ce serait de bosser à un début de solution pour le client que vous visez et lui partager et lui dire écoutez, voilà, moi j'ai pensé à ça pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ça peut être aussi le culot, ça marche bien au culot, c'est-à-dire que tout simplement vous leur envoyez un mail et sans rien leur préparer, mais vous dites tout simplement que vous avez noté qu'il y a des soucis ici, ici, ici et que vous leur proposez des solutions. C'est vraiment de la prospection froide et de la prospection assez frontale, mais ça peut marcher si c'est votre personnalité et si vous êtes absolument convaincu aussi qu'il y a un réel souci et que vous rentrez dans le top 3 de ces problèmes. Alors on a parlé de est-ce qu'on doit préparer le terrain, oui ou non? Comment trouver ses premiers clients? Maintenant, je vais vous parler des erreurs que j'ai faites quand je me suis lancée en freelance. J'ai dit en intro que vous allez probablement faire aussi parce que je ne regrette pas du tout d'être passée par là. Évidemment, pensez bien que vous allez faire des erreurs. N'oubliez pas ce que j'ai dit, la culture de l'erreur, c'est la clé. Donc, c'est pas grave. La première erreur que j'ai faite, c'est d'accepter absolument tout et n'importe quoi. Donc je me suis retrouvée en tant que UX UI designer à faire de la mise en page de catalogues de composants industriels, de faire des kakémonos, des flyers, des cartes de visite pour le salon de l'agriculture. Bref, des choses qui ne me passionnent pas vraiment. Et en plus, clairement, c'était pas là où était ma force et je ne suis pas douée dans tout ce qui est print et je suis beaucoup plus douée dans ce qui est digital. Et pourtant, j'ai accepté tout ça parce que j'avais évidemment peur de manquer de clients. Donc j'ai dit oui à tout. Sauf que, je peux vous le dire maintenant, après 6 ans de freelancing, le moment où j'ai décollé, c'est le moment où j'ai accepté de ne faire que ce pourquoi j'étais le plus douée. Je me suis focalisée sur ce que je savais faire de mieux. Évidemment, là aussi, ça m'a donné plus confiance et j'ai été capable de rendre un travail de meilleure qualité. Le bouche à oreille a bien mieux fonctionné et moi aussi, j'étais capable de communiquer davantage sur ça parce que c'est ce que j'aimais le plus et c'est ce que je savais faire le mieux. La deuxième grosse erreur que j'ai faite quand je me suis mise à mon compte, c'était d'accepter de baisser mon TJM. Je me disais que descendre mon TJM drastiquement, de toute façon, c'était quand même déjà mieux que rien. Toujours dans cette idée d'avoir peur de manquer d'argent. Sauf que je vais vous dire quelque chose, les clients qui cherchent à négocier votre tarif drastiquement, on parle vraiment de quelque chose où ils essaient vraiment de vous couper les jambes, ce ne sont pas les bons clients. Déjà parce que soit ils n'ont pas tout à fait compris la valeur de ce que vous proposiez, donc ils se permettent de couper dans ce que vous proposez, ils se disent bon, ça vaut pas ce prix-là. Donc ça veut dire que vous démarrez une mission où en fait ils n'ont pas vraiment compris ce que vous allez pouvoir leur apporter. Ou soit aussi parce que c'est leur politique d'entreprise de négocier au maximum et de tirer les prix vers le bas. Après, la question c'est est-ce que vous avez envie de bosser avec des gens qui tirent tout vers le bas? Surtout, avec le recul, je me suis aperçue que c'est ces clients-là qui me prennent le plus de temps. Donc non seulement ils ont baissé mon TJM, donc je gagne moins qu'un client classique, mais en plus, ils me prennent plus de temps que ce qui était prévu parce qu'ils n'arrêtent pas les allers-retours et c'est catastrophique. Donc baisser son TJM, ce n'est pas bien. Tout dépend de votre envie de bosser ou non avec ce client aussi quand vous démarrez, mais ayez bien en tête que ce client, ce sera probablement pas le meilleur de vos clients. Et enfin, la troisième erreur que j'ai faite quand je me suis lancée, et alors là, c'est un peu décorrélé de tout ce que je vous ai dit là, mais c'est l'administratif et la comptabilité. À l'époque, le seuil de chiffre d'affaires en tant que micro-entreprise n'était pas très élevé. Et en fait, je l'ai dépassé. Ce qui fait que j'ai été radiée du statut. L'URSSAF m'a envoyé un courrier du jour au lendemain. Ils m'ont dit « Vous êtes radié du statut micro-entreprise, vous n'avez aucun recours possible. Maintenant, vous allez passer en entreprise individuelle. » Je suis donc passée en charge, je payais à peu près 5% de charges sur ce que je gagnais à plus de 40% de charges en tant qu'entreprise individuelle. J'étais redevable de la TVA et tout plein de choses. Je n'avais absolument rien anticipé. Autant vous dire que ce jour-là, je me suis dit que j'allais probablement fermer mon entreprise et que c'était la fin et que j'allais arrêter tout ça et que j'allais reprendre un travail en CDI. Depuis, je me fais accompagner par une comptable. Elle me prend une centaine d'euros
par mois, mais honnêtement ça vaut largement l'investissement. Typiquement, la fameuse année où j'ai dépassé mon seuil, je me suis retrouvée à payer 6 000 € d'impôts parce que je n'avais rien optimisé et c'était catastrophique. Et c'était une année spéciale, donc je n'ai jamais reproduit ces chiffres d'affaires en plus, donc c'était compliqué. Je vous conseille vraiment de faire appel le plus vite possible à un comptable quand vous vous lancez, quand vous avez déjà commencé à avoir un peu des missions qui viennent. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Donc voilà, vous avez tous mes conseils pour vous lancer en tant que freelance. Comment trouver vos clients? Est-ce que vous devez préparer le terrain? Les erreurs que vous allez probablement faire, mais au moins vous en aurez conscience. Je vous propose de poursuivre cet échange en commentaire de la vidéo ou bien sur mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je communique beaucoup sur ce réseau, j'y poste beaucoup de choses à propos de la vie de freelance, ma vie du UX designer et de quelle façon aujourd'hui j'avance sereinement dans mon activité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!